Les habitants de Karachi le disent eux-mêmes, leur ville ne dort jamais. Les rues sont animées jusqu'à 2-3 heures du matin. Mais derrière cette agitation bon enfant, le cauchemar n'est jamais très loin. La nuit, Karachi s'enfonce dans le chaos. C'est à cette heure sombre que Shiroz, jeune ambulancier de 18 ans, prend son service. Il travaille pour EDI, une ONG pakistanaise de secours d'urgence. C'est le centre d'appel. C'est ici que je prends mes ordres. Il y a une urgence. Un appel anonyme vient de signaler une bataille de rue et des blessés par balles. Il y a eu des tirs. Vas-y, fonce, dépasse ce camion. Ça arrive souvent à Karachi? Oui, ça arrive tous les jours à Karachi. Quand ils entendent des coups de feu, les habitants n'appellent pas la police qui ne s'aventure plus dans certains quartiers. Seuls les services privés d'ambulance prennent ce risque. Il y a encore un autre blessé ailleurs. C'est très dangereux. Tous les quartiers de Karachi sont dangereux. Mais nous, on va partout, quoi qu'il arrive. On fait face à des situations très difficiles, où on risque notre vie. Les gens parfois nous prennent à partie, ils veulent nous tuer, ils nous jettent des pierres. Mais on continue à travailler. C'est notre mission. On est là pour sauver des vies. Oui, c'est ça notre devoir. Sauver des vies. Ils roulent à plus de 100 km/h, au péril de leur vie. Il faut aller au plus vite pour tenter de sauver la victime blessée. Quand il arrive sur place, Shiroz découvre avec ses collègues le corps d'un homme déjà mort. Pas de témoins, juste un corps sans vie abandonné en pleine rue. Une victime de plus. Karachi a basculé dans la criminalité ces dernières années. Mafia, conflits ethniques, politiques, religieux, les habitants sont la proie d'une violence quotidienne. C'est le 5e que j'ai ramassé cette nuit. C'est une grosse journée pour moi. À leur arrivée à l'hôpital de secteur, ils se dirigent vers le service le plus actif, la morgue, en pleine effervescence. La police s'affaire autour de 3 cadavres qui viennent d'être apportés. Il n'y a plus de place. Shiroz dépose le corps inerte, à même le sol. Avec les gestes de l'habitude, il cherche la cause de la mort. Une balle, comme souvent. La balle est là. Une balle dans le dos pour lui, une en pleine tête pour cet autre, à bout portant. Les meurtres par balle, c'est le problème numéro 1 à Karachi. Toutes les nuits ne se ressemblent pas. Mais dès que la situation est tendue dans la ville, ça se traduit par des règlements de compte. Par exemple, s'il y a un conflit entre 2 partis politiques, eh bien ça tire dans tous les sens. Et les gens tombent sous les balles. Et ce soir, il y a eu combien de morts? Je ne sais pas exactement, mais moi j'en ai compté 17 déjà. J'ai du sang sur les mains. Faut que j'enlève ça. Et la soirée n'est pas finie. Shiroz a commencé à travailler pour EDI il y a 2 ans. Il avait 16 ans. Il voyait à la télévision les images des ambulanciers portant secours aux victimes d'attentats. Il a voulu en être. La nuit, Shiroz ramasse des corps. Le jour, il poursuit ses études. Grâce à ce travail qui lui rapporte 100 € par mois pour 6 nuits par semaine. Pourquoi vous faites ce travail? Parce que j'aime l'action. Et parce que je n'ai pas d'autre choix. C'est le seul travail que j'ai trouvé. Parce qu'il n'y a pas de boulot ici à Karachi. À Karachi, la moitié de la population a moins de 20 ans et un jeune sur 2 n'a pas d'emploi. À son retour au centre d'appel, Shiroz retrouve ses collègues, des jeunes aussi. La violence, ils s'y sont habitués, disent-ils. Pour passer le temps, Shiroz veut nous montrer sa collection de photos sur son téléphone portable. J'ai pris ça pour mon plaisir. J'ai pris ces corps en photo.
Des corps en miettes éparpillés sur les lieux d'un attentat. Je voulais partager ça avec mes amis et ma famille. Leur montrer que je fais ce travail. C'est important pour vous de montrer ces images? Non, ils ne veulent pas regarder. Mais c'est pour leur prouver que je fais ce boulot. Que c'est ma vie de ramasser des corps. Vous êtes fier de ça? Oui. Cette nuit-là, les appels ne cesseront pas. Nous laisserons Shiroz vers 3 h du matin, quand la ville se calme et retient son souffle, avant de découvrir dans les journaux du lendemain les comptes morbides de la nuit. 43 morts pour cette fois. Karachi, 18 millions d'habitants, 32 millions d'ici 15 ans. Elle sera bientôt l'une des 3 villes les plus peuplées au monde. Premier port du Pakistan, c'est le poumon économique du pays. La ville attire tous les habitants de l'intérieur et de ses voisins, comme l'Afghanistan, l'Iran. Toutes les ethnies, toutes les religions s'y côtoient, pour le meilleur et surtout pour le pire. Criminalité, corruption et terrorisme, le cocktail est explosif. Dans les quartiers chauds où vivent les Pashtuns, réfugiés de la frontière afghane, les balles sifflent et les murs montent. On construit ce mur parce que cette rue est en guerre contre celle-là. Alors ils nous tirent dessus dès qu'on passe. Ils tuent les gens qui vivent ici, c'est pour ça qu'on veut se protéger. La ville est surarmée. Les kalachnikovs sont en vente libre et les partis politiques se livrent une guerre de territoire meurtrière. Depuis mars 2010, la ville n'a plus de maire. Organiser des élections serait trop dangereux. Haider Rizvi est député. Il a échappé à 5 tentatives de meurtre. Oui, petit à petit, les talibans s'infiltrent dans Karachi. Et j'ai bien peur qu'un jour, ils ne prennent complètement la ville. Le terrorisme tue à Karachi. 7 attentats en 2010, 64 morts et plus de 300 blessés. Les talibans sont la bête noire du commandant Katab, le chef de la section antiterroriste. Il y a beaucoup d'organisations djihadistes qui sont présentes clandestinement à Karachi et qui sont liées aux talibans. Les talibans viendraient à Karachi pour soulever des fonds. Braquage de banques, trafic d'armes et de... Ici, rien de plus facile que de se procurer une dose pour quelques centimes d'euros. Les drogués se comptent par centaines de milliers. Contraste. À l'autre bout de la ville, les riches familles essaient de vivre comme avant, quand Karachi était encore la ville la plus libérale du pays. Il y a l'insurrection, les problèmes économiques, la dévaluation. C'est la pire situation que le Pakistan n'ait jamais connue. Dans ce Karachi-là, les hommes d'affaires se frottent les mains et les femmes font de la résistance. Oh là là, je suis très en retard. Quelques-unes se battent pour ne pas plier devant l'islamisation de la société. Elles organisent des défilés de mode et des soirées folles où la jeunesse dorée se noie dans l'ivresse et l'alcool interdit. Comment Karachi, que les Pakistanais appelaient la ville des Lumières, a-t-elle pu sombrer dans le crime, le terrorisme et l'anarchie? Va-t-elle devenir l'une des mégapoles les plus dangereuses au monde? Enquête dans cette ville qui cristallise les peurs de l'Occident. Nos peurs. Ça, c'était quand j'ai commencé. Fria a été l'une des premières top modèles du pays, c'était il y a 20 ans. Et là, c'est en 2010, 10 ans après. Un métier à haut risque pour lequel elle a été menacée de mort plusieurs fois. C'était à l'époque du dictateur Zia dans les années 80. Il n'était pas très ouvert à l'art en général, à la musique. Il détestait tout ça. J'ai grandi à cette époque où tout était non, non. Après avoir vécu 6 ans au Canada, Fria est revenue pour lancer la scène de la mode au Pakistan. Dans quelques jours, elle organise un défilé. C'est toujours un moment de tension pour elle et ses employés. Au Pakistan, rien ne se passe jamais comme on voudrait, rien du tout. Il faut appeler les gens 10 fois, comme mes mannequins qui devraient être là à 2 heures et il est 3 heures moins le quart. Et je dois hurler et crier, on m'appelle le monstre. C'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a que la dictature qui fonctionne au Pakistan. Les lois martiales, il n'y a que ça qui marche ici, hélas. La démocratie, ça ne marche jamais, jamais.
Priya refuse de porter le voile, comme la plupart des femmes privilégiées de Karachi, celles qui ont fait leurs études ou travaillé à l'étranger, même si ce choix n'est pas toujours facile à vivre. Ici, je continuerai à faire ce que je veux. Les hommes ne peuvent pas s'empêcher de vous fixer comme si vous étiez nus. C'est horrible. Vous vous sentez honteuse d'être dehors comme ça. Mais si vous vous laissez toucher par ça, si ça vous blesse, alors vous ne pouvez plus vous habiller comme vous le souhaitez. Vous ne pouvez plus faire ce que vous voulez et là, ils ont gagné et on ne peut pas laisser faire ça. Priya ne fait pas de politique, mais elle se bat à sa façon pour faire évoluer les mentalités. Grâce à ses mannequins vedettes, par exemple. Elles ne sont qu'une poignée à exercer ce métier au Pakistan. Et les filles, vous êtes toutes de Karachi, c'est ça? Oui, elles sont toutes de Karachi. Mais est-ce qu'il y a une partie de la société qui est contre ça? Bien sûr, moi j'ai déjà reçu des menaces de mort pour ce que je fais. Les gens ne veulent pas voir ce genre de choses. C'est la mentalité stupide de ce pays. Demandez aux filles, vous verrez. Aujourd'hui, être top modèle n'est plus un crime, mais le chemin des podiums reste très périlleux. Aujourd'hui, grâce à toutes les chaînes du câble, les gens sont plus au courant de ce qu'est le monde de la mode. Ça n'est pas toujours facile, mais ça va mieux. C'est dur avec ma famille. Mes parents qui me posent des questions sur le style de vêtements que je porte pendant les défilés et la façon dont je marche sur scène. Priya a monté les premières semaines de la mode à Karachi il y a 2 ans avec cette amie qui, à 47 ans, défile toujours. Avec le temps, elle prend les menaces avec beaucoup de recul. Nous sommes toujours sur nos gardes. La première Fashion Week que nous avons organisée, nous avons eu des menaces par téléphone de la part des fondamentalistes. Mais ils n'ont rien fait. Et nous avons pu montrer au monde que nous étions capables d'organiser des défilés comme partout ailleurs. Et ça, pour nous, c'était vraiment important. À quelques jours du défilé, la tension monte pour Priya. Chaque événement qu'elle organise est un défi. Il peut être ajourné à tout moment si les menaces sont trop fortes. Je ne voulais pas ça comme coiffure. Laisse-moi faire, s'il te plaît. Nous la retrouverons le jour J, s'il a lieu. Ces joueurs de golf ne le savent pas encore, mais dans 10 jours, cet endroit sera complètement métamorphosé. Une des plus grosses soirées de l'année va être organisée dans les locaux du Golf Club de Karachi. C'est Amna, 28 ans, qui en est le maître d'œuvre avec ses plus proches conseillers. Voici ma mère. Et elle, c'est ma sœur. Elle habite à San Francisco. Et mon chien, lui, c'est la mascotte. Et l'occasion, c'est Halloween, la fête américaine que l'élite pakistanaise affectionne particulièrement. Et la guillotine, tu la mets où? Oui, parce qu'il y aura une guillotine, c'est pour faire genre Révolution française. On essaye de faire une ambiance comme Versailles. Oui, ce sera Versailles. Le thème sera la Révolution française et Marie-Antoinette. La soirée s'appellera Coup d'État. On ne veut pas d'un Halloween classique avec des citrouilles. On ne fait jamais ça. Près de 1000 personnes sont attendues pour ce deuxième Halloween pakistanais, toute la jeunesse dorée de Karachi. Je mettrais bien le DJ là-haut. Amna s'est lancée dans l'organisation de soirées il y a 2 ans pour que la ville la plus libérale du Pakistan ne meure pas sous le poids des menaces. Regardez, on va tout redécorer. Ce sera dans les tons violets et pourpres. Halloween n'est pas dans notre culture, pas du tout. Mais les gens adorent se déguiser ici. Mais coup d'État, c'est juste un thème de soirée ou ça veut dire plus? Oui, je ne voulais pas trop en parler, mais c'est vrai que ça a un rapport avec la situation. C'est comme une blague. Mais peu importe, le but c'est de s'amuser, de danser, d'oublier un peu tout ça. Ce sont des choses qui sont arrivées au Pakistan. C'est une façon de se moquer du passé politique de notre pays. Mais ce n'est pas sérieux. C'est vraiment pour rire. Avec tout ce qu'on a subi ici, on a intérêt à avoir un sacré sens de l'humour.
Ça devient de plus en plus dangereux de vivre ici. 3 coups d'État, 30 ans de régime militaire et aujourd'hui la pression fondamentaliste. Karachi résiste, même si pour ce genre de fête, la sécurité est la priorité, c'est 30% du budget de la soirée. Les islamistes tentent parfois de troubler ce genre d'événement. Amna entame là un marathon. À tout instant, la fête peut être annulée. Ne pas céder à la peur, c'est ce que se répète tous les matins Haider Rivzi, député national, membre du MQM, le parti politique libéral qui tient la ville depuis 50 ans. Faire de la politique au Pakistan, une activité à haut risque. Haider Rivzi ne se déplace jamais sans sa garde rapprochée. Il paie au prix fort ses prises de position anti-islamistes. J'ai survécu à 5 tentatives d'assassinat. Et la dernière fois qu'ils ont essayé de me tuer, j'étais avec mes 4 enfants, les 2 miens et 2 de mon frère. On habite tous ensemble. Ils étaient dans la voiture et on a été attaqués par des hommes cagoulés. Et qui a tenté de vous tuer? C'était des groupes liés à Al-Qaïda et aux talibans. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Parce que mon parti est celui qui combat le plus les talibans et Al-Qaïda. Mais comment savez-vous que c'était eux? Parce que les gens qui ont été arrêtés, ils ont tout raconté. Et ils ont dit, quand on sortira de prison, on aura sa peau. Donc, selon vous, les talibans sont vraiment présents à Karachi? Oui, petit à petit, ils s'infiltrent dans Karachi. Et j'ai bien peur qu'un jour, ils ne prennent complètement la ville. Ça fait vraiment partie des scénarios possibles. Oui, c'est possible. Les talibans seraient responsables de l'escalade de violence à Karachi, selon Haider Rivzi. Il veut nous montrer jusqu'où cette violence peut aller. Il nous mène dans cette maison. Un militant de son parti a été kidnappé. Il a réussi à s'enfuir. Raconte-nous ce qu'il t'est arrivé. Des hommes sont arrivés vers moi. Ils m'ont jeté dans une voiture. Ils m'ont battu. Puis ils m'ont emmené dans une maison et ils m'ont frappé pendant 1 heure. Ils ont écrit ces mots sur mon corps avec de l'acide. De l'acide? Oui, et ils ont brûlé mes pieds et mes doigts avec l'acide. J'ai réussi à m'échapper au bout de 5 jours. ANP, 3 lettres gravées à l'acide. Les initiales du parti politique adverse, le parti Pashtun, l'ethnie originaire de la frontière afghane. C'est complètement brutal. Comment peut-on faire ça à un être humain? Ce parti Pashtun est un parti ethnique et ils ont des liens avec les talibans à Karachi. La plupart des talibans viennent dans ce quartier où l'ANP est présent parce que c'est plus facile pour eux de se fondre dans la masse, de disparaître, parce que tout le monde se ressemble. On ne peut pas distinguer un Pashtun normal d'un taliban. Nous avons traversé la ville pour rejoindre l'un des points chauds, le quartier Pashtun. Casbah mort, coincé sur ces 2 collines, en pleine guerre ethnique. De ce côté, les Pashtuns, ils s'entassent dans des habitations illégales, avec leur allure bien identifiable, tenue traditionnelle et barbe longue pour les hommes, burqa pour les femmes. Ils sont vus au mieux comme des bandits, au pire comme des talibans. Dans le quartier, les balles sifflent et elles tuent. Imran, le Pashtun, s'en est sorti. Il s'est pourtant fait tirer dessus en pleine rue, à cet endroit même. J'étais venu acheter 2-3 choses dans ces magasins du marché. 4 personnes sont arrivées et m'ont tiré dessus. J'ai pris une balle dans le dos. 2 autres personnes ont aussi été gravement blessées. C'est comme une frontière ici. À partir de cette rue-là, on ne peut pas passer. Si l'un de nos enfants va de l'autre côté de la limite, il lui tire dessus. C'est ça la frontière, la rue. Le quartier est coupé en 2, en proie à une guérilla ethnique entre les Pashtuns, les nouveaux venus, et les premiers habitants de Karachi, les Mohajirs, d'origine indienne. 2 cultures, 2 langues, 2 partis politiques et une guerre de territoire. Les problèmes se règlent avec les armes.
Les impacts de balles sont omniprésents jusqu'à l'intérieur de la mosquée. Ici, les hommes viennent prier et les enfants étudier le Coran. C'est la madrasa du quartier. Regardez la balle à traverser ici, là aussi. Imran montre ses blessures. 3 balles dans le corps qui ont laissé de larges cicatrices. Nous avons très peur. On ne peut pas quitter nos maisons en sécurité. Si on va dehors, nous ne sommes pas sûrs de revenir en vie le soir. Nous sommes allés de l'autre côté de la rue. Eux seraient les victimes des attaques pashtunes. Ils veulent nous montrer, eux aussi, leurs blessés et leurs morts. C'est mon fils, il est mort. Il était avec son frère au marché et les Pashtuns ont tiré. Ils l'ont tué, il avait 9 ans. Les Moadjirs considèrent qu'ils ont construit Karachi. Ils sont arrivés il y a 50 ans quand le Pakistan a été créé. Ils viennent d'Inde et voient d'un très mauvais œil l'afflux de population venue de la frontière afghane. Les tirs viennent de là-bas. On le sait bien. L'autre jour, moi j'étais en train de rentrer chez moi et ils m'ont tiré dessus. Les gens qui habitent sur cette colline soutiennent les talibans. Ils sont avec eux. Et ils ont des armes lourdes. Vous avez vu ces armes? Oui, beaucoup d'armes, j'en suis sûr. Et vous, vous en avez? Non, non. Pas d'armes, nous disent-ils, mais des victimes des deux côtés. Quand nous quittons la zone de Kasbah-Mor, les Pashtuns sont en train de construire des murs de parpaing le long de la frontière invisible pour se protéger des balles de leurs voisins. Tout un quartier, plusieurs milliers de personnes otages de ces batailles de rue et d'un climat paranoïaque, et aucune autorité pour ramener le calme. Une chose les rassemble. Chacun se disant victime innocente, les deux camps auront pris soin de dissimuler leurs armes. Les seules que nous verrons, les voici, en plastique. Mais à Karachi, les armes ne sont pas un jeu d'enfant. Elles ont gangréné la ville. Karachi est surarmé et c'est une des causes de la montée de la criminalité. Des armes légales et aussi un important marché noir d'armes illégales. En plein cœur de Karachi, une vingtaine de boutiques ont pignon sur rue et proposent toutes les gammes, du simple revolver à la Kalachnikov. Ce jour-là, nous nous rendons dans l'un de ces magasins avec le commandant Katab, le chef de la section antiterroriste de Karachi. C'est là qu'il achète ses armes personnelles. C'est une arme turque semi-automatique. Ça coûte 850 €, mais pour vous, je peux la faire à 800. Celle-ci est russe. Pour se procurer une de ces armes, il faut une licence achetée auprès des autorités. À Karachi, un habitant sur 3 possède une licence et donc une arme, au moins une. Des revolvers 9 mm comme celui-là, il s'en vend 150 000 par an. En ce moment, la situation dans ce pays n'est pas aussi bonne qu'elle n'a été. Vous voulez dire que c'est mieux d'avoir sa propre sécurité? Si le gouvernement n'arrive pas à protéger les gens, alors les gens ont droit à avoir leur propre sécurité. Problème, ceci n'est que la face émergée de l'iceberg. Il n'y a aucun contrôle sur les armes en circulation dans la ville. Tous les problèmes à Karachi viennent du trafic d'armes. N'importe qui peut acheter n'importe quoi. Et c'est pour cette raison que c'est l'anarchie dans la ville. Les armes viennent de partout. Et les criminels sont donc de plus en plus nombreux. Nous avons voulu en savoir plus sur ce marché illégal. Les trafiquants d'armes sont légion dans la ville. En quelques jours seulement, nous avons pu entrer en contact avec l'un d'entre eux. Par précaution, il nous a donné rendez-vous dans un lieu neutre, chez un de ses amis. Quand il arrive, il porte sur lui quelques échantillons de son carnet de vente. Il a évidemment souhaité rester anonyme. La vente illégale d'armes est passible de 14 années d'emprisonnement. Et ça, c'est ce qui se vend le mieux. Ça vaut 120 €. Autre best-seller, la Kalachnikov à 450 € pièce. Il nous dit en vendre une cinquantaine par mois.
Malgré son caractère illicite, ce commerce semble banal à Karachi. Les armes arrivent par différentes routes, à bord de camions. Elles viennent de Bara, en Afghanistan, et de tout ce pays en général. Une fois qu'on a passé commande, ça prend entre 15 et 20 jours. Et vous faites comment pour les munitions? À Karachi, c'est très simple. Il suffit de se servir dans les conteneurs du port. Au port, il n'y a vraiment pas beaucoup de contrôle. Et en plus, nous avons nos connexions, nos contacts là-bas. Ça nous permet de travailler tranquille. Et qui achète ces armes? Oh, il y a différents types de clients. Il y a des gens comme tout le monde qui veulent se protéger. Et puis il y a les partis politiques, c'est eux qui achètent le plus. Et vous savez qu'à Karachi, la situation est très tendue à cause de ce trafic d'armes illégales. Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est beaucoup dû à ce trafic d'armes. Mais les vrais responsables, ce sont quand même ceux qui les achètent. Je vous ai parlé des partis politiques. Mais il n'y a pas que. Nous avons aussi affaire à des groupes religieux. Ce sont eux, ces groupes, qui alimentent ce trafic. Et c'est vrai que du coup, le nombre d'armes illégales est vraiment en train d'exploser. Et que cela contribue à faire régner la terreur. Conséquence de ce trafic, les crimes par balles sont en constante augmentation. De l'autre côté de la ville, les quartiers riches tournent le dos à cette violence et veulent croire qu'il y a un avenir au Pakistan. Au nord, les familles pauvres. Au sud, près de la mer, quelques centaines de privilégiés. Ils occupent 10% de la surface et concentrent 90% des richesses de la ville. Là, les maisons sont cossues, les rues calmes et les affaires tournent. Nous avons rendez-vous avec la 4e fortune du pays. Biram Avari possède une dizaine d'hôtels de luxe à Dubaï et au Pakistan. On y va. Je veux vous montrer quelque chose. Bourbon, Bacardi, Budweiser, venez. Biram Avari a nommé ses 4 chiens qui ne le quittent jamais avec des noms d'alcool. Dans un pays où sa consommation est interdite, il ne manque pas d'humour. Il a repris l'affaire familiale et l'a fait prospérer, une réussite dont il est très fier. Ça, ce sont les récompenses que nous avons eues car nous étions la meilleure compagnie du Stock Exchange. Mais regardez ça aussi. C'est mon père qui a écrit ça pour moi. J'avais 11 ans. N'attends jamais qu'une occasion se présente, mais crée-la. C'est ce que Napoléon a fait dans le plus de 100 situations impossibles. Comme aujourd'hui, c'est une situation compliquée, mais on continue à travailler. Il y a les talibans, l'insurrection, les problèmes économiques, la dévaluation. C'est la pire situation que le Pakistan n'ait jamais connue. Mais je continue à sourire, à travailler et à être déterminé. Monsieur Avari ne se déplace jamais à pied, toujours en voiture où il se sent protégé. Ces dernières années, plusieurs dizaines d'hommes d'affaires ont été enlevés en pleine ville. Avant, j'avais peur des enlèvements. Maintenant, j'ai mon propre service de sécurité. Là, j'ai envoyé mes gardes du corps avec mes petits-enfants. Parce que maintenant, c'est surtout les enfants qui sont menacés. Parce que si les ravisseurs réussissent à enlever un enfant, ils sont sûrs que les parents donneront l'argent. Avant, ils kidnappaient les vieux, mais personne ne donnait d'argent. Biram Avari veut nous montrer son dernier bijou, un hôtel 5 étoiles réservé aux hommes d'affaires du monde entier et entièrement sécurisé. Avec son manager général, un Écossais qui a dirigé les plus grands hôtels dans tous les pays à risque, ils nous font la visite.
L'hôtel est en rénovation pour attirer une clientèle aisée qui, allez croire, se rend régulièrement au Pakistan. Et pour cela, ils ont une formule magique. Sûreté, sécurité, service. Tout ça ensemble. Ce sont là les 3 S. Sûreté, sécurité, service et luxe. 200 chambres luxe à 300 € la nuit, avec vue sur la ville. Regardez, d'ici on voit toute la ville. Vous vous asseyez là, vous pouvez regarder la télé, utiliser le Wi-Fi, travailler sur votre ordinateur portable. À part l'alcool dans le minibar, tout y est. Et là, on a un menu d'oreillers. Vous pouvez choisir entre 16 sortes d'oreillers. Les touristes ont déserté le Pakistan, mais les hommes d'affaires continuent de venir dans cette ville où tout est à construire. Les hommes d'affaires savent que les opportunités sont là. Ce n'est pas à Miami, pas à Londres. Si vous voulez bien prendre le risque de venir ici, les retours peuvent être énormes. C'est pour ça que les Coréens, les Japonais, les Chinois, les Taïwanais, les Saoudiens sont tous là. Les Russes sont là, les Anglais. Tout le monde est là. Allez, on y va, je suis en retard. Vous verrez, l'herbe sera de nouveau verte un jour. Pourtant, le climat se détériore de jour en jour. Et le danger n'est même plus dissimulé. Comme ce mercredi 1er septembre, un jour de fête, l'un des plus dangereux de l'année aussi. C'est le 21e jour du Ramadan, une cérémonie importante pour la communauté chiite. 1 million de fidèles sont attendus dans la rue. Les chiites minoritaires au Pakistan sont la cible des attaques des groupes extrémistes sunnites liés aux talibans. Les 2 derniers rassemblements ont fini dans le sang. Votre mission, c'est de contrôler tout le monde. Ne laissez rien vous échapper. Ce quartier du centre-ville est bouclé. Toutes les forces de sécurité de la ville ont été déployées. Police, armée, rangers. Très tôt le matin, les équipes spécialisées cherchent les bombes. En première ligne, les scouts chiites. Ils sont chargés des fouilles au corps pour repérer les kamikazes. Les chiites préfèrent assumer cette tâche eux-mêmes. Ils ne font confiance à personne d'autre. Idem pour la vidéosurveillance de la zone. On a positionné 16 caméras. On ne fait pas confiance à la surveillance de la police. Ils ont aussi une salle de contrôle, mais nous la nôtre, sous notre responsabilité. Parce qu'on ne les croit pas, tout simplement. Mais pourquoi vous ne les croyez pas? Parce qu'ils ne font pas bien leur travail. Ils ne connaissent pas la réalité de la situation. Et là, maintenant, vous êtes inquiet? Oui, bien sûr. Il y a eu tellement d'attentats contre nous. Il y aura près d'1 million de personnes dans la rue. C'est un risque énorme. Quelques mois plus tôt, le 28 décembre 2009, il était dans cette même salle de contrôle quand il a aperçu un kamikaze. Il est arrivé et il a passé les premiers contrôles de police. Quand la procession s'est mise en route, l'homme s'est placé en début de marche. Et puis il a été repéré. Il avait l'air bizarre. Quand il a vu l'un de nous s'approcher pour le contrôler, il s'est préparé. Et là, il a appuyé sur le détonateur. Il a tout vu de l'attentat qui a causé la mort de 30 personnes et fait plus de 300 blessés. Désespérés, les chiites s'en sont pris aux forces de l'ordre. Pour eux, la sécurité était insuffisante. Un mois plus tard, le 5 février 2010, lors d'une autre procession chiite, un kamikaze jette sa moto contre un bus. 13 personnes sont tuées sur le coup, dont 4 enfants. Dans ce bus avaient pris place plusieurs familles chiites d'un même quartier. Pour cette nouvelle cérémonie chiite, les proches des défunts sont venus tous ensemble. Avant de rejoindre le cortège, ils s'arrêtent sur les lieux de l'attentat. Cet homme a perdu son fils ce jour-là, il avait 23 ans. Mon fils, il a été éjecté du bus et on l'a retrouvé là, sur ce trottoir. C'était exactement ici. Sauf que vous voyez là, il y avait des corps d'ici jusqu'à là-bas.
À l'endroit même où se trouvait le bus calciné, les chiites entament leur chant des martyrs. Pour eux et pour tous les chiites victimes des attaques talibanes, 4000 depuis 20 ans. Malgré les risques, les chiites se déplaceront en nombre ce jour-là pour commémorer la mémoire de leurs saints. Ils sont considérés comme une secte par les talibans, des non-musulmans, des barbares aux pratiques païennes. Ils font ça en mémoire de Hussein. Ils se frappent jusqu'au sang, psalmodiant les noms de Ali et de Hussein. Ils veulent dire par là que s'ils avaient été là durant le combat, ils se seraient sacrifiés. Ces garçons ont décidé de dédier leur vie à la mémoire de nos martyrs. Ils sont nés pour ce sacrifice. Le chiisme, c'est la religion majoritaire en Iran, le frère ennemi. Pour les Pakistanais extrémistes, il représente une menace. Aux yeux des talibans, les chiites sont plus encore que les occidentaux, l'adversaire à abattre. Cette guerre entre musulmans mine le pays, et Karachi en particulier. En ce jour de cérémonie chiite, défiler est un défi. Mais en milieu d'après-midi, rien n'est venu encore troubler la fête, même si la douleur se réveille pour ceux qui ont perdu un proche dans l'attentat du bus. Tout semble calme, et pourtant... Quelques rues plus loin, en tête de cortège, la foule vient d'être prise sous le feu de tireurs embusqués qui visent à l'aveugle. On va à l'intérieur de l'immeuble pour les attraper. Ne vous inquiétez pas. Les coups de feu ont cessé. Nous nous approchons de l'endroit où sont cachés les tireurs. Ivres de rage et bravant le danger, les chiites se sont rassemblés sous l'immeuble et réclament la tête des assaillants. Il y a des talibans. Ils sont là, encore là. Au deuxième étage. Mais pourquoi vous dites des talibans? Quand je dis talibans, je pense au Lashkar et Jangvi. Des terroristes, des groupes extrémistes qui sont liés aux talibans pakistanais. Ce sont des organisations terroristes. Tout d'un coup, la fusillade reprend. Pris entre les tirs des assaillants et de l'armée, la foule trouve refuge dans les rues adjacentes et dans les immeubles. Not safe to go 30 minutes plus tard, les tirs ont définitivement cessé. La police quitte les lieux. 8 personnes ont été blessées, pourtant, personne n'a été arrêté. Non, on n'a arrêté personne. C'était une procession. Il n'y avait que des gens de la procession là-bas. Arrêtez d'inquiéter les gens comme ça en disant n'importe quoi. Mais vous leur dites pas la vérité. Comment ça, il n'y a pas eu de coup de feu? Allez, circulez, vous. Pourquoi vous leur mentez? Vous voulez cacher la vérité, c'est ça? Regardez comment la police se comporte. Il y en a marre. La police, c'est comme des chiens à Karachi. La police aide les terroristes. Dans cette ville, plus personne ne croit à aucune autorité. Les terroristes auront choisi ce jour-là d'épargner Karachi. C'est à Lahore, autre grande ville du pays, qu'ils ont frappé. Un triple attentat qui a fait 31 morts, 140 blessés, lors de la même procession chiite. Comment les terroristes peuvent-ils frapper au cœur des grandes villes pakistanaises? Qui sont-ils? Qui font-ils? Nous avons retrouvé le chef de la section antiterroriste, celui que nous avions croisé dans la rue des Marchands d'Armes. Raja Oumak Katab a accepté de nous recevoir en pleine réunion avec son équipe et son spécialiste des écoutes téléphoniques. J'ai pu intercepter 4 portables.
Ils fonctionnent tous avec 6 cartes SIM, 6 numéros. Je les ai tous et j'ai leur connexion. Des milliers de numéros de téléphones mobiles sous surveillance pour contrôler les appels entre Karachi et la zone frontalière avec l'Afghanistan, le sanctuaire des talibans. Lui, par exemple, je sais qu'il a quitté Karachi en prenant le bus. Et il avait rendez-vous avec ce numéro. Et ce numéro-là ? Ça, je l'ai eu par satellite. Il y a des talibans dans Karachi. Il y a beaucoup d'organisations djihadistes qui sont présentes clandestinement à Karachi et qui sont liées aux talibans. Ils prennent leurs ordres d'eux et agissent à Karachi en accord avec eux. Ils agissent aussi contre les autres mouvements religieux, comme les chiites par exemple. En quelques années, la ville est devenue la base arrière des talibans du Pakistan. Des terroristes y sont arrêtés. En février 2010, un important commandant taliban était interpellé dans la ville. Et ces 2 dernières années, près d'1 millier de personnes ont été arrêtées à Karachi. Elles sont soupçonnées d'avoir des liens avec des groupes djihadistes. Parmi les saisies de la police, d'importantes réserves d'armes, des détonateurs et des bombes de plus en plus sophistiquées. Des groupes talibans ont même organisé plusieurs braquages de banques. Voici comment ils procèdent. Ça, c'était en janvier 2008. Ils ont fait sauter une bombe dans la banque avant de la dévaliser. Les talibans n'ont pas leur propre base à Karachi. Ils viennent ici parce que Karachi est la plus grande ville du pays et que c'est un carrefour commercial. C'est ici que tout se passe, notamment pour se faire de l'argent. Et puis, quand ils veulent attaquer, ils savent qu'ici, il y aura plus de répercussions que dans les montagnes. À chaque attentat à Karachi, le gouvernement tremble. Le commandant Katab propose de nous emmener dans l'un des repères des talibans, une zone très pauvre à la périphérie de la ville. Rajab Katab a survécu à plusieurs tentatives d'attentats. La police est l'une des cibles privilégiées des attaques talibanes. Ça, c'est le point d'entrée de Karachi. Tous les bus qui arrivent de tout le Pakistan déposent leurs passagers ici et après ils se dispersent dans la ville. Des militants de groupes fondamentalistes arriveraient ici chaque jour à Sorabgot, à l'extrémité est de la ville, sur la route vers l'Afghanistan. Sorabgot, un immense bidonville. Les réfugiés afghans fuient les attaques de l'armée américaine. Ils seraient près d'1 million à trouver refuge ici. Rajab Katab nous affirme que des talibans se cachent derrière les murs de ces maisons. C'est là que le journaliste américain Daniel Pearl avait été détenu pendant 6 jours en janvier 2002 avant d'être exécuté. La zone est dangereuse pour des étrangers comme nous, pour la police aussi. Nous ne ferons que passer. Les talibans viendraient se mettre au vert dans ce bidonville et récolter des fonds. Ils récoltent de l'argent ici, tous les fonds possibles pour les organisations djihadistes qui sont basées au Waziristan, à la frontière afghane. Ils font la tournée de ceux qui les soutiennent ici, à Karachi. Et quels sont les autres moyens pour eux d'avoir des liquidités? De l'argent? Pendant un moment, ils ont fait pas mal de casses de banque, d'extorsion. Ils kidnappaient des gens, notamment des étrangers. Nous avons nous-mêmes cherché à entrer en contact avec ces fondamentalistes qui se cacheraient dans la ville. Après plusieurs semaines d'approche, notre contact nous a conduit une nuit vers un lieu secret. À notre arrivée, nous reconnaissons les montagnes du quartier de Kasbah-Mor, le quartier Pashtun. Nous avons rendez-vous avec un homme, il est à Karachi pour quelques jours. Il fait partie de l'organisation Lashkar-e-Jhangvi, interdite au Pakistan, inscrite sur la liste noire américaine des mouvements terroristes. Lashkar-e-Jhangvi a revendiqué tous les derniers attentats contre les chiites. Nous serons assis derrière lui à sa demande. Notre traducteur lui transmet nos questions. Je suis du Lashkar-e-Jhangvi. Je suis un des dirigeants. Combien êtes-vous dans votre organisation? Nous sommes entre 50 et 60 ici. Et quelle est votre spécialité? Je sais fabriquer des poisons, manier différentes armes, entraîner les militants. Nous nous entraînons dans les camps des talibans.
C'est eux qui nous enseignent comment agir avec des armes et des bombes. Est-ce que les différentes organisations fondamentalistes pakistanaises qui sont interdites sur le territoire sont liées aux talibans ou à Al-Qaïda? Bien sûr. Il y a différents arrangements en fonction des endroits. À Karachi, par exemple, nous nous retrouvons pour discuter de différentes choses. Karachi est un bon endroit pour cela. On peut être anonyme. Nos leaders ne viennent pas ici, mais ils envoient des représentants. Certains viennent ici pour 1 mois, 2 mois, 3 mois et font ce qu'il y a à faire. Ce qu'ils ont à faire, recruter de nouveaux militants et frapper l'élite pakistanaise, hommes politiques et fonctionnaires par des attaques ciblées. Mais ils n'ont pas choisi de déstabiliser la ville, pas encore. Aujourd'hui, les talibans préfèrent se perdre dans l'immensité de Karachi et profiter des trafics que la ville ne manque pas d'abriter. Au sein de son port, notamment. C'est l'un des plus importants en Asie du Sud. C'est là qu'arrivent les chargements de l'OTAN qui sont ensuite envoyés en Afghanistan. Des armes et des équipements dont une partie se retrouve sur les marchés noirs du pays. C'est également à Karachi que transite la drogue de la région, l'opium d'Afghanistan notamment. Régulièrement, les douanes pakistanaises font d'importantes saisies, comme ici en juin 2010. Plusieurs tonnes de seront brûlées. L'argent de la drogue finance en partie le djihad. Les habitants de la ville, eux, consomment les miettes de ce trafic. Nous nous sommes rendus dans un des quartiers populaires du nord de Karachi. Une ONG y vient tous les jours pour distribuer des seringues neuves contre des usagers. Elle est où ta seringue? Je l'ai oubliée. La prochaine fois, tu la ramènes. Tu ne dois pas utiliser la seringue d'un autre et tu ne dois pas jeter la tienne. C'est pour te protéger du sida. Il y aurait aujourd'hui au moins 600 000 nomades dans Karachi, de tous âges et de toutes classes sociales. Madame, nos vies sont détruites. Aidez-nous. À Karachi, la dose coûte 34 centimes d'euros, 20 fois moins cher que sur le marché occidental. Ici, il est plus facile de se procurer une dose qu'une bouteille d'alcool. Ce sont les Pashtuns qui vendent ça. On achète la drogue dans une boutique là-bas, juste derrière. Ça coûte 20 centimes la dose à avaler et un peu plus si tu te piques. Ça, c'est une capsule pour dormir et dedans, il y a de coupé. La plupart commencent à l'adolescence, initiés par des amis, comme cette jeune fille. Elle a 18 ans aujourd'hui. Quand elle a goûté, elle en avait 16. Je me sens malade et je suis tout le temps en manque. Je voudrais arrêter. Si j'arrêtais, je promets que je ne recommencerai jamais et je demanderai pardon à Allah. Je prendrai un bain, je me laverai les cheveux, je me sentirai propre et je mettrai une belle robe. Je serai à nouveau quelqu'un. Les dealers sont à quelques mètres, quelque part dans cette rue. Mais ni les responsables de l'ONG ni le chef du quartier ne nous laisseront y aller. Trop dangereux, disent-ils. Ce n'est pas la peine d'aller là-bas. Cet endroit n'a rien de bon. Même la police ne peut pas entrer dans ce quartier. Les mafias de la drogue profitent de l'instabilité politique pour s'étendre. Le gouvernement est accusé de ne rien faire pour mettre fin au trafic. C'est au Pakistan qu'est transformé le pavot d'Afghanistan et 90% de l'huile mondiale est produite dans la région.
À l'autre bout de la ville, la 4e fortune du pays, Biran Avari, veut nous montrer quelle est sa drogue à lui. Tous les dimanches, il met son short et son polo et embarque sur la mer d'Oman. À 20 minutes de bateau du port, voici le Yacht Club de Karachi. Là, c'est mon bateau, le 8007. Il s'appelle Lovely Jobly. C'est l'utopie ici. Il n'y a pas de connexion à la terre, il n'y a pas de ligne de téléphone, il n'y a pas de serviteur. Vous devez faire tout vous-même. Et c'est ça que vous aimez? J'adore. Je viens une fois par semaine et comme ça, je n'ai pas besoin de l'Exomil pour dormir. Le Yacht Club ne paie pas de mine, mais c'est ici que les quelques familles riches de Karachi viennent se détendre. Donne tes lunettes. Lui, c'est mon fils, Dinsha, mon fils aîné. Lui, c'est mon petit-fils. Quel âge as-tu maintenant? J'ai 13 ans. 13 ans, allez, va te baigner. Enlève tes lunettes, enlève tes lunettes. C'est la plus jeune membre du club. Elle travaille dans une banque. Enlève tes lunettes. C'est le docteur Kabani, c'est le meilleur docteur de l'hôpital Aga Khan. C'est le top du top. Enlève tes lunettes. Et elle, c'est sa fille. Combien y a-t-il de membres? Nous sommes 175 membres. On est très sélectifs. Parce qu'on boit beaucoup ici le soir. On a nos propres bouteilles, donc on boit. Vous buvez de l'alcool? Ouais. Si vous restez, on vous en donnera. Et tu peux leur offrir une bière, s'il te plaît? Bière et vodka. Et gin, offre-leur. Dans ce club très privé, l'alcool coule à flot alors qu'il est interdit d'en consommer au Pakistan. Le marché noir alimente les consommateurs qui en ont les moyens. C'est ce que je préfère dans ma vie. Naviguer. Parce que c'est relaxant. Vous n'avez pas besoin de tranquillisant avec ça. Alors que la vie à Karachi est rude. Avec ça, je me relaxe. Une fois par semaine, je retrouve la nature. À 15 000 € le droit d'entrée au Yacht Club, Monsieur Avari peut faire sa régate tranquillement, loin du tumulte de la ville. S'échapper, s'offrir une parenthèse le temps d'un dimanche, c'est l'obsession des habitants aisés de la mégapole. Pour ceux qui n'ont pas accès au Yacht Club, il y a la plage. Mais pas n'importe laquelle. Il faut aller à 20 km au nord de la ville pour trouver calme et sérénité. French Beach est l'un des repères des jeunes de Karachi qui veulent échapper aux interdits. French Beach, la plage française surnommée ainsi parce qu'elle était appréciée des étrangers quand il y en avait encore. Samia y vient toutes les semaines. C'est le seul endroit du pays où elle peut se baigner sans être habillée, de la tête aux pieds. Ah oui, on doit venir tous les dimanches, parce qu'il n'y a pas d'autre endroit où aller. On vient ici avec les enfants, on peut s'amuser ici, on peut s'éclater. Parce qu'on ne peut pas emmener les enfants ailleurs à cause de la situation. Je pense que c'est le meilleur endroit pour les familles. C'est une plage et ici, vous pouvez vous habiller comme vous voulez, vous pouvez vous mélanger, garçons et filles, ça n'a pas d'importance. Si ça, c'est possible dans les pays étrangers et pas ici, alors c'est comme notre petit voyage à nous, tous les week-ends. Tout ça, c'est à cause des talibans. Ils gâchent tout. Et les talibans, ils ne viennent pas là, à la plage? Oh non, je ne pense pas. Je ne voudrais surtout pas qu'ils viennent ici. C'est le seul endroit où on est tranquille. Et vous pensez que s'ils venaient... Oh mon Dieu, ils nous tueraient. S'ils nous voyaient comme ça, ils nous tueraient. Un état de grâce dans cette ville au bord de l'explosion. À Karachi, il y a encore de brefs répits. Mais une nouvelle nuit commence avec son lot de crimes. Nous retrouvons Shiroz, le jeune ambulancier. Il vient de prendre son service. C'est son premier mort de la soirée. Il doit avoir 18 ans.
le même âge que Shiroz. On l'a trouvé dans la rue, derrière un immeuble. Je me sens triste. Qu'est-ce qu'il a bien fait pour qu'on le tue? Pourquoi est-ce qu'il massacre des innocents? Je ne pense pas qu'il était impliqué dans un parti politique, qu'il utilisait une arme. Il tue sans raison. C'est la nouvelle loi. Amna, elle, a décidé de s'amuser coûte que coûte. Oh là là là, je suis super en retard. Elle est comme une Marie-Antoinette qui savoure sa dernière fête, dit-elle. Mounir, où t'as mis la liste des invités? La soirée qu'elle prépare depuis 2 mois va enfin commencer. Il y a autant de gardes que d'invités. Bonjour. Je suis Madame Ben Laden. Moi, je suis un taliban. Et je vais fermer la soirée. La fête s'annonce déjà comme un grand succès. Tout le monde voulait venir, mais c'était trop pour un endroit comme ça. Et tout le monde n'est pas arrivé encore, ça va être plein à craquer. Ce soir, toutes les lumières de la ville sont allumées, le défilé de mode de Freya va commencer. Comme d'habitude, elle stresse. Des jeunes filles qui brillent sous les projecteurs, des caméras qui retransmettent l'événement sur toutes les chaînes du pays. Ce soir, les femmes pakistanaises font leur révolution. Elles ont pris les commandes. Quelle heure est-il? S'il vous plaît, reculez à l'arrière, sinon on ne va pas pouvoir donner le spectacle. En coulisses, les jeunes tops se préparent. Elles ont comme une rage de vivre. Il y a une balle là. Dans la morgue de l'hôpital, avec Shiroz, la vie s'est retirée des morts, mais des vivants aussi. Les gens disent que nous, les Pakistanais, nous sommes des cœurs de pierre, des durs. Mais ce n'est pas vrai. Nous ne sommes pas comme ça. Nous voulons que cette violence cesse. Même lui, si enflammé, semble avoir perdu l'étincelle. Sur la piste, en revanche, c'est le feu. Les invités ont payé 100 € pour être là ce soir, pour danser et boire jusqu'à l'excès. Amna peut se détendre, rien n'est encore venu troubler la fête. Au défilé, les tenues sont bien sages, mais pour le Pakistan, c'est déjà beaucoup. Freya savoure son succès et son courage. Sa plus belle victoire, ne pas avoir eu peur, encore une fois. Vous vous amusez? Vous voyez, il n'y a pas que des terroristes au Pakistan. Devant la porte de l'hôpital, la famille du jeune défunt est arrivée. Une grand-mère, une sœur, un petit frère pleurent l'être perdu. Ce chant raconte qu'à Karachi, ce sont toujours les pauvres que la violence tue.